Arabella Dashwood n'avait pas eu l'intention d'épier son père en cette froide soirée de mars 1851, mais la porte à demi ouverte de son bureau à Dashwood Hall attira son attention alors qu'elle traversait le sombre couloir, et ce qu'elle vit à travers cette étroite ouverture allait se loger dans sa mémoire comme une écharde sous la peau, petite mais impossible à ignorer. Le bureau n'était éclairé que par 2 lampes à huile qui projetaient des ombres vacillantes sur le papier peint délavé. Leur lumière atteignant à peine les coins d'une pièce qui avait autrefois été grandiose, mais qui montrait maintenant les signes subtils d'une famille en déclin. Et là était assis Sebastian Wentworth, l'homme qu'on appelait le duc de fer de Manchester pour l'empire de l'acier qu'il avait bâti de rien. Ses yeux sombres fixés sur les documents devant lui, avec une intensité qui fit qu'Arabella porta la main à sa bouche pour étouffer le cri qui montait dans sa gorge. En face de lui, son père, Lord Edmund Dashwood, comptait des billets de banque avec des doigts qui tremblaient légèrement, non pas à cause de l'âge ou de l'infirmité, mais d'une cupidité à peine réprimée, et même depuis son poste d'observation caché, Arabella pouvait voir la valeur des billets, pouvait calculer la somme stupéfiante qui changeait de mains. 50 000 livres, une fortune astronomique. Assez pour sauver une douzaine de domaines comme le leur de la ruine. M. Wentworth signait page après page avec une précision mécanique, la mâchoire si serrée qu'Arabella pouvait voir le muscle tressaillir sous sa peau, et bien que chaque coup de sa plume semblât le faire souffrir, sa main ne vacillait jamais, n'hésitait jamais, se déplaçant sur les documents avec la même efficacité impitoyable qui avait soi-disant bâti son empire industriel. Son père parla alors, sa voix portant ce ton particulier de satisfaction qu'Arabella avait appris à redouter, le son d'un prédateur qui a acculé sa proie. 50 000 livres, dit-il, ces mots précis malgré le brandy qu'elle pouvait sentir depuis l'embrasure de la porte. Vous comprenez que cela ne vous achète rien d'autre que mon silence et ma coopération, Wentworth. La jeune fille ne sait rien, et il doit en rester ainsi. Arabella sentit la glace lui parcourir l'échine à ces mots, la confusion l'envahissant par vagues, car quelle jeune fille, quel silence, quelle coopération pouvait bien valoir une telle somme. La réponse de M. Wentworth vint dans une voix de gravier, rauque et basse. « Je comprends parfaitement les termes, Dashwood. Vous aurez votre argent. J'aurai ce que je suis venu chercher. » Le calcul froid dans ces mots, la précision toute professionnelle, retourna l'estomac d'Arabella, car il s'agissait clairement d'une transaction. Un autre des stratagèmes sans fin de son père, peut-être un partenariat industriel, ou une opportunité d'investissement qui exigeait de la discrétion, bien qu'elle ne pût comprendre pourquoi cela devait impliquer une jeune fille. Elle se retira avant que l'un ou l'autre homme ne puisse découvrir sa présence, son cœur martelant contre ses côtes, alors qu'elle se pressait contre le mur du couloir, les anciennes lattes du plancher heureusement silencieuses sous ses pieds, alors qu'elle retournait vers la partie principale de la maison. La pluie s'abattait contre les fenêtres avec une fureur renouvelée, comme si le temps lui-même reflétait la noirceur de ce dont elle avait été témoin, et Dashwood Hall semblait plus froid que jamais, les pièces qu'il ne pouvait plus se permettre de chauffer correctement paraissant se refermer sur elle. Le dîner ce soir-là eut lieu dans la salle à manger caverneuse, un espace conçu pour 12 personnes ou plus, maintenant occupé par seulement 3 silhouettes éclipsées par ses proportions, et Arabella était assise en face de sa jeune sœur Lydia, qui bavardait innocemment sur le roman qu'elle lisait, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'eux. Leur père entra en retard. Le visage empourpré de ce qu'Arabella reconnut comme un triomphe à peine dissimulé sous un vernis d'autorité paternelle, et il prit sa place au bout de la table avec l'air d'un homme sur le point de faire une déclaration. Les domestiques apportèrent le premier plat, moins nombreux qu'ils ne l'avaient été 6 mois auparavant, un autre signe de leur fortune déclinante,
et Arabella se força à manger bien que la nourriture eut un goût de cendre dans sa bouche. Son père attendit que les domestiques se soient retirés avant de parler, et quand il le fit, ses mots tombèrent comme des pierres dans une eau dormante. « Vous épouserez Sir Thomas Morland le 15 avril, dit-il, s'adressant à Arabella comme s'il discutait de la météo. Les arrangements sont faits. Votre opinion n'est ni demandée ni pertinente. » Arabella devint si pâle qu'elle se sentit prise de vertige, sa fourchette cliquetant contre son assiette alors que sa main devenait inerte, et elle fixa son père avec incrédulité, car Sir Thomas Morland avait 40 ans de plus qu'elle, un homme dont la réputation de cruauté envers ses 2 précédentes épouses était chuchotée dans tous les salons du comté. « Père, s'il vous plaît, » parvint-elle à dire, sa voix basse mais désespérée. « Sir Thomas a 40 ans de plus que moi, et sa réputation. » Elle ne put terminer la phrase, ne put donner voix aux choses terribles qu'elle avait entendues, mais l'expression de son père se durcit en quelque chose de cruel et de satisfait. « Sa réputation, » dit-il, la coupant avec la précision d'une lame, « est celle d'un homme riche qui a accepté de fermer les yeux sur nos difficultés financières. Vous obéirez, ou les débuts de Lydia n'auront jamais lieu. En fait, je peux m'assurer qu'aucune famille respectable ne la reçoive jamais. Me comprenez-vous, ma fille? » La menace plana dans l'air entre eux, tranchante et sans équivoque, et le regard d'Arabella vola vers Lydia, qui s'était immobilisée, ses yeux bleus écarquillés par une compréhension naissante. Sa sœur n'avait que 16 ans, innocente et douce, avec toute la vie devant elle, et Arabella sut avec une clarté soudaine et terrible que leur père détruirait absolument les perspectives de Lydia, par dépit si elle refusait. Elle sentit le piège se refermer sur elle comme des barreaux de fer, sentit son avenir se réduire à un unique chemin sombre, et elle se força à hocher la tête, à accepter ce destin, car quel choix avait-elle quand le bonheur de Lydia, tout l'avenir de Lydia, était en jeu. Le reste du repas se passa en silence, les seuls sons étant le cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine et la pluie qui continuait de battre les fenêtres, et l'esprit d'Arabella ne cessait de revenir à la scène dont elle avait été témoin dans le bureau de son père, à Sebastian Wentworth signant pour 50 000 livres en échange de ce que son père appelait le silence et la coopération. Elle se demanda si ce mariage avec Sir Thomas était en quelque sorte lié à cette transaction, si son père avait eu besoin de cet argent pour faciliter cet arrangement, bien que le moment semblât mal choisi et que les détails ne concordassent pas tout à fait. M. Wentworth était un industriel, immensément riche mais roturier. Un homme qui s'était frayé un chemin à partir de rien pour bâtir un empire de l'acier qui employait des milliers de personnes, et que pouvait-il bien vouloir de son père au-delà, peut-être, d'un avantage commercial ou d'une connexion aristocratique. Cette nuit-là, seule dans sa chambre froide, avec ses rideaux délavés et son tapis usé, Arabella se tenait à la fenêtre, regardant les terres de Dashwood Hall, les jardins qui avaient autrefois été magnifiques, mais qui étaient maintenant négligés faute de fonte pour les entretenir, et elle sentit le poids de sa cage s'installer plus fermement autour d'elle. 3 semaines. Elle avait 3 semaines avant de devenir Lady Morland, épouse d'un homme connu pour sa cruauté, liée à un avenir qui s'étendait devant elle comme une peine de prison. Elle pensa de nouveau à M. Wentworth, à l'intensité froide dans ses yeux sombres alors qu'il signait document après document, à la façon dont chaque signature avait semblé le faire souffrir même si sa main se déplaçait avec une précision inébranlable. Il y avait eu quelque chose dans son expression, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, qui ressemblait presque à de la détermination ou peut-être du désespoir, comme s'il s'engageait dans quelque chose de terrible mais de nécessaire. Les mots de son père résonnaient dans sa mémoire. La jeune fille ne sait rien, et il doit en rester ainsi. Quelle jeune fille? Quel secret? Quel silence valait 50 000 livres? Arabella pressa son front contre la vitre froide et sentit des larmes lui piquer les yeux.
bien qu'elle refusât de les laisser couler, car pleurer n'accomplirait rien, et elle avait appris des années auparavant que son père se nourrissait de la faiblesse comme d'autres hommes se nourrissaient de peine. La pluie avait enfin cessé, laissant la nuit claire et froide, les étoiles visibles au-delà de sa fenêtre, comme des points de lumière lointains dans une obscurité infinie. Et elle se demanda si quelque part là-dehors existait une vie qu'elle aurait pu vivre, un avenir où elle serait plus qu'un pion dans les machinations de son père, plus qu'une propriété à troquer pour le règlement de dettes. Mais cette vie n'était pas la sienne, et ne le serait jamais, et dans 3 semaines, elle descendrait l'allée de l'église du village et se lierait à Sir Thomas Morland, se soumettrait à toutes les cruautés qu'il inventerait, serait lentement brisée comme ses précédentes épouses l'avaient été, tout cela pour que Lydia puisse avoir sa chance au bonheur. C'était un sacrifice qu'Arabella ferait volontiers, devait faire volontiers, car protéger sa sœur était le seul pouvoir qui lui restait dans un monde où tous les autres choix lui avaient été retirés. Elle ne savait pas alors, debout à cette fenêtre dans l'obscurité, que la transaction dont elle avait été témoin dans le bureau de son père n'était pas ce qu'elle imaginait, que 50 000 livres n'avaient pas été le paiement pour un silence commercial mais pour quelque chose de bien plus significatif, que Sebastian Wentworth n'avait pas mené des négociations commerciales, mais acheté la chose même qu'Arabella croyait perdue à jamais, et que l'intensité froide dans ses yeux n'était pas de la cupidité, mais la détermination de sauver une femme qu'il n'avait jamais rencontrée d'un destin qu'il ne connaissait que trop bien. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. 3 jours avant de devoir descendre l'allée et se lier à Sir Thomas Morland, Arabella reçut une convocation dans le bureau de son père, la même pièce où elle avait été témoin de cette mystérieuse transaction des semaines auparavant, et elle monta les escaliers avec une appréhension résignée lui pesant sur l'estomac comme du plomb, car elle supposait que ce serait une autre leçon sur l'obéissance conjugale, sur les devoirs qu'elle devrait à son nouvel époux, sur la nécessité de la soumission et du silence. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres sales, avec une luminosité inattendue, la pluie qui les avait tourmentés pendant des semaines, laissant enfin place à un pâle soleil de mars qui illuminait chaque détail miteux du déclin de Dashwood Hall, les rideaux délavés et le tapis usé apparaissant crume dans la lumière impitoyable. Elle frappa une fois et entra sans attendre la permission, ayant appris depuis longtemps que son père considérait de telles courtoisies comme une faiblesse, et ce qu'elle trouva à l'intérieur du bureau la fit s'arrêter net sur le seuil, le souffle coupé. Sebastian Wentworth se tenait près de la fenêtre, sa haute silhouette se découpant sur la lumière, et même de profil. Elle reconnut l'intensité froide qu'elle avait vue lorsqu'il signait ses documents, la même précision mécanique dans la façon dont il se tenait parfaitement immobile. Son père était assis derrière son bureau, mais il y avait quelque chose d'anormal dans sa posture, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant en toutes ces 24 années. Lord Edmund Dashwood était violette de rage, les poings si serrés sur le bureau que ses jointures étaient devenues blanches, mais sous la colère, il y avait autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur, et Arabella sentit le sol se dérober sous ses pieds, car son père n'avait jamais eu peur de rien de sa vie. Monsieur Wentworth se tourna lorsqu'elle entra, ses yeux sombres rencontrant les siens avec une intensité qui lui donna envie de détourner le regard. Mais elle se força à soutenir son regard, car elle ne se recroquevillerait pas, plus maintenant, pas alors qu'il ne lui restait que 3 jours de liberté avant de devenir la propriété de Sir Thomas. Sébastien parla le premier, sa voix portant la même qualité rauque dont elle se souvenait, mais maintenant dirigée vers elle plutôt que vers son père. « Sir Thomas Morland n'épousera pas votre fille, Dashwood. Je m'en suis assuré. Maintenant, nous discutons de vos dettes, de toutes, que je détiens désormais. » Les mots
tombèrent dans la pièce comme des pierres dans une eau dormante, créant des ondulations qu'Arabella ne pouvait pas encore comprendre, et elle s'agrippa au dossier de la chaise la plus proche pour se soutenir, ses jointures blanchissant contre le bois sombre. Son père balbutia réellement, son visage virant à une teinte cramoisie alarmante. « Vous n'avez aucun droit, » dit-il, la voix étranglée par une fureur impuissante. « C'est de l'extorsion. C'est... » Mais Sébastien le coupa avec la précision d'une lame, son ton froid et professionnel bien que ses mains restassent jointes dans son dos d'une manière qui suggérait qu'il cachait quelque chose, un tremblement ou une faiblesse qu'il ne voulait pas qu'on observe. « J'ai tous les droits, » dit-il. « Les créanciers peuvent vendre les dettes comme ils le souhaitent, et j'ai choisi d'acheter les vôtres. Vous avez deux options, Dashwood. La prison pour dette et la ruine sociale complète, ou vous consentez à mon mariage avec Mademoiselle Dashwood. L'accord lavera votre nom, mais vous placera sous une allocation contrôlée par mes avocats. Vous vivrez confortablement, mais vous ne jouerez plus l'avenir de votre famille. » Arabella sentit la pièce basculer, sentit la confusion lutter contre une étincelle d'espoir qu'elle tenta immédiatement de réprimer, car l'espoir était dangereux. L'espoir menait à la déception, et elle avait appris à n'attendre que de la cruauté des hommes qui contrôlaient son destin. Un mariage. Avec Sebastian Wentworth. L'homme qui avait payé à son père 50 000 livres pour quelque chose qu'elle ne comprenait toujours pas. Elle chercha des réponses sur son visage, essayant de comprendre à quel jeu il jouait, ce qu'il pouvait bien vouloir d'elle, et tout ce qu'elle trouva fut de l'intensité, cette même détermination froide dont elle avait été témoin à travers la fente de la porte. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose dans la crispation de sa mâchoire qui suggérait que cette livraison professionnelle lui coûtait plus qu'il ne voulait le révéler. Son père parlait à nouveau, sa voix s'élevant à chaque mot. « Vous ne pouvez pas simplement... » commença-t-il, mais Arabella trouva alors sa propre voix, tremblante de colère, de confusion et de la terrible prise de conscience qu'elle était à nouveau troquée, échangée comme une propriété d'un homme à un autre. « Je ne suis pas une marchandise à échanger entre hommes comme une cargaison de céréales, » dit-elle, sa voix tremblante mais se raffermissant à chaque mot. « Mon consentement ne signifie-t-il rien? Mon choix ne compte-t-il pour rien du tout? » Sébastien se tourna pour lui faire face entièrement alors, et pendant 3 battements de cœur, ils se regardèrent simplement. Et quelque chose se fissura dans sa façade, un éclair de vulnérabilité qui apparut et disparut si rapidement qu'elle aurait pu l'imaginer. Quand il parla, sa voix s'était adoucie presque imperceptiblement, le ton froid et professionnel cédant la place à quelque chose de plus chaleureux, de presque doux. « Votre consentement signifie tout, Mademoiselle Dashwood, » dit-il. « C'est pourquoi je vous le demande maintenant. Épousez-moi, et vous ne serez plus jamais troquée. Refusez, et je détruirai quand même l'emprise de votre père sur vous, bien que la méthode sera moins élégante. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, impossibles et incompréhensibles, et Arabella sentit des larmes lui piquer les yeux, bien qu'elle refusât de les laisser couler. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, le mot unique englobant tout ce qu'elle ne comprenait pas. « Pourquoi feriez-vous cela? Que pourriez-vous bien gagner à sauver quelqu'un que vous ne connaissez même pas? » Sébastien soutint son regard, et pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait réellement répondre honnêtement, pourrait expliquer le mystère qui la tourmentait depuis cette nuit où elle avait été témoin de la transaction. « Parce que certaines cages doivent être brisées, » dit-il finalement, même si l'oiseau craint le ciel ouvert. Ce n'était pas une explication, pas vraiment, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit, une profondeur de sentiment sous les mots prudents, qui suggérait une expérience personnelle avec les cages, la liberté et la peur. Son père frappa du poing sur le bureau, faisant sursauter Arabella malgré elle. « C'est absurde, » dit Lord Dashwood. «
Vous ne pouvez pas simplement débarquer ici et dicter vos conditions. Je me battrai. Mais l'expression de Sébastien se durcit à nouveau, l'éclair de vulnérabilité disparaissant derrière un calcul froid. Vous ne ferez rien de tel, dit-il. Je détiens des dettes totalisant près de 80 000 livres. Les 50 000 livres initiales que je vous ai payées, plus les dettes de jeu supplémentaires que j'ai rachetées à vos créanciers au cours des 3 dernières semaines, plus les reconnaissances de dettes de Sir Thomas que j'ai fait échoir ce matin, le menant à une faillite totale. Vous n'avez aucun levier, aucune option, aucun pouvoir ici. La seule question est de savoir si vous consentez à ce mariage, ou si vous préférez expliquer à vos pères pourquoi vous êtes emmené en prison pour dette. Arabella regarda le visage de son père passer par la rage, l'incrédulité, le calcul, et enfin, terrifiant, la défaite. Et elle réalisa avec un étrange mélange de terreur et d'exaltation qu'elle assistait à quelque chose qu'elle n'avait jamais vu de toute sa vie. Son père, impuissant. Lord Edmund Dashwood, qui avait contrôlé chaque aspect de son existence pendant 24 ans, rendu complètement impuissant par un homme qui l'avait simplement déjoué avec de l'argent et de la stratégie. L'électricité dans l'air était presque palpable, la sensation de pouvoir passant d'une paire de mains à une autre, et la pièce semblait plus petite d'une certaine manière, avec la présence de Sébastien, sa puissance industrielle en contradiction avec la noblesse aristocratique délavée du déclin de Dashwood Hall. Sébastien se tourna de nouveau vers Arabella, et cette fois, quand il la regarda, il y avait quelque chose de presque désolé dans son expression, comme s'il regrettait la nécessité de cette intervention, même s'il l'exécutait avec une précision impitoyable. « Je sais que ce n'est pas la demande en mariage que vous auriez pu imaginer, » dit-il, sa voix assez basse pour que son père doive tendre l'oreille pour l'entendre. « Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, aucune raison de croire que mes intentions sont autre chose que mercenaires. Mais je vous jure, mademoiselle Dashwood, que si vous acceptez ce mariage, vous aurez des libertés que vous n'avez jamais connues. Vous aurez votre propre revenu, vos propres décisions, votre propre vie. Je ne vous demande pas de troquer une cage contre une autre. Je vous offre la clé. » Arabella sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine, un mur qu'elle avait construit pour se protéger de l'espoir, et elle ne savait pas si elle devait rire, pleurer ou simplement fuir cette pièce et ne jamais regarder en arrière. Elle pensa à Sir Thomas Morland, à la cruauté qu'elle s'était résignée à endurer, à la lente mort de l'esprit qui l'attendait dans ce mariage. Elle pensa à Lydia, encore innocente à 16 ans, dont l'avenir avait dépendu de la conformité d'Arabella. Elle pensa à la transaction dont elle avait été témoin, à 50 000 livres changeant de main pour le silence et la coopération concernant une jeune fille, et soudain les pièces commencèrent à bouger dans son esprit, ne formant pas tout à fait une image complète, mais suggérant les contours de quelque chose qu'elle n'avait pas compris. Cet homme, cet étranger, avait payé à son père une somme énorme, puis avait systématiquement détruit les finances de Sir Thomas et le levier de son père. Tout cela dans quel but? Il prétendait que c'était pour la libérer, pour briser sa cage, mais les hommes ne dépensaient pas des fortunes par altruisme, n'est-ce pas? Il devait y avoir autre chose, un motif qu'elle ne pouvait pas voir, et pourtant, quand elle regarda dans les yeux sombres de Sébastien Wentworth, elle ne vit ni calcul ni cupidité, mais quelque chose de désespéré et de presque suppliant, comme si sa réponse importait plus que tout au monde. Son père parlait de nouveau, la voix tendue par une rage à peine contrôlée. « Arabella, vous refuserez cette proposition ridicule, » ordonna-t-il. « Vous direz à ce commerçant parvenu que... » Mais Arabella le coupa, trouvant une force qu'elle ne se connaissait pas. « Non, » dit-elle simplement, et le mot tomba dans la pièce comme un coup de tonnerre. La bouche de son père s'ouvrit et se referma sans un son, et elle se détourna de lui pour faire face entièrement à Sébastien. « Vous avez dit que j'avais le choix, » continua-t-elle, la voix plus assurée maintenant. « Vous avez dit que mon consentement signifiait tout.
Alors je consens. Mais j'ai des conditions. Je veux votre parole, monsieur Wentworth, que Lydia sera protégée, qu'elle aura des débuts convenables, des perspectives convenables, une chance convenable au bonheur. Et je veux votre parole que si je trouve cet arrangement insupportable, si je découvre que vous m'avez simplement échangé d'un tyran à un autre, j'aurai les moyens de partir. L'expression de Sébastien se mua en quelque chose qui aurait pu être du soulagement, du respect, ou peut-être les deux. « Vous avez ma parole sur les 2 points, dit-il. Votre sœur sera pourvue comme si elle était la mienne. Et vous aurez des moyens indépendants établis à votre nom qui ne pourront être touchés par personne, y compris moi. Si vous me trouvez insupportable, mademoiselle Dashwood, vous pourrez partir avec suffisamment de fonds pour vivre confortablement pour le reste de votre vie. » Son père émit un son étranglé, mais aucun d'eux ne le regarda, et Arabella ressentit la plus étrange des sensations, comme si elle se tenait au bord d'un précipice avec le choix de retomber dans l'obscurité familière ou de sauter en avant dans l'inconnu. « Alors je consens, » dit-elle finalement. Et elle regarda quelque chose comme de l'émerveillement traverser le visage de Sébastien Wentworth avant qu'il ne le maîtrise. Arabella accepta le mariage dans le bureau de son père, les mots quittant sa bouche avant qu'elle ne puisse remettre en question le saut qu'elle faisait, mais par la suite, seule dans sa chambre, le cœur martelant contre ses côtes, elle exigea une concession de Sébastien Wentworth avant de descendre une quelconque allée. Elle voulait 1 semaine pour faire connaissance avec l'homme à qui elle se liait, 1 semaine pour découvrir si elle avait simplement troqué une prison contre une autre. Et à sa grande surprise, Sébastien accéda immédiatement à sa demande, sans hésitation ni négociation, comme s'il s'y était attendu, ou peut-être l'avait espéré. Elle supposa que cette semaine serait remplie de formalités embarrassantes, de conversations guindées autour d'un thé dans le salon, sous l'œil vigilant de son père, le genre de cours convenu qui satisfaisait aux convenances sans rien révéler de vrai. Au lieu de cela, Sébastien se présenta à Dashwood Hall l'après-midi suivante et suggéra quelque chose de tout à fait différent. « Je pensais que nous pourrions parler, » dit-il, debout dans le hall d'entrée avec un livre relié en cuir sous le bras. Simplement parler. Je trouve que la plupart des mariages échouent parce que les partis sont des étrangers qui ne remédient jamais à cette condition. La bibliothèque, peut-être, comme territoire neutre. Arabella avait accepté, principalement par surprise, et se retrouva à le conduire à la bibliothèque poussiéreuse qui avait été son refuge avant que son père ne commence à vendre les précieuses éditions originales pour couvrir ses dettes de jeu. La pièce sentait encore le vieux papier et le cuir, conservait encore une certaine noblesse malgré les vides sur les étagères, où se trouvaient autrefois des livres, et un faible soleil de mars filtrait à travers des fenêtres que personne ne se donnait plus la peine de nettoyer. Elle s'assit sagement dans l'un des fauteuils à oreilles, les mains jointes sur ses genoux, le dos droit, ressemblant en tout point à la dame comme il faut que son père avait essayé de modeler, et Sébastien s'assit en face d'elle, ne touchant pas le livre qu'il avait apporté, la regardant simplement de ses yeux sombres et intenses jusqu'à ce qu'elle se sente obligée de parler. « Vous avez dit que nous devrions parler, » dit-elle finalement, la voix plus sur la défensive qu'elle ne l'avait prévu. « De quoi aimeriez-vous discuter ?» Sébastien avait alors souri, très légèrement, et dit « De ce que vous voulez, mademoiselle Dashwood. Dites-moi ce qui vous intéresse. De quoi parleriez-vous si vous pouviez parler de n'importe quoi ?» Et c'est ce qu'elle fit, avec hésitation au début, tâtant le terrain pour voir s'il le pensait vraiment, ou si c'était un jeu élaboré, parlant des romans qu'elle avait lus, de la poésie qu'elle aimait, des études botaniques qui la fascinaient. Il écoutait avec une attention sincère, posait des questions qui prouvaient qu'il entendait réellement ses mots, plutôt que d'attendre simplement son tour pour parler, et quand elle mentionna Wordsworth, il cita un passage de mémoire qui la fit le regarder d'un nouvel œil. Le premier jour passa plus vite qu'elle ne s'y attendait, la lumière s'estompant à l'extérieur des fenêtres jusqu'à ce que Sébastien lève les yeux avec surprise
et disent qu'il devait partir avant que les convenances ne soient complètement abandonnées. Le deuxième jour, il arriva avec un livre différent, cette fois un recueil d'essais sur l'économie politique, et ils débattirent des mérites de l'industrialisation et de ses effets sur les classes laborieuses, et Arabella se retrouva penchée en avant sur sa chaise, gesticulant avec ses mains, oubliant complètement de maintenir la posture parfaite que son père exigeait. Sébastien était assis en face d'elle, mais sa chaise s'était en quelque sorte rapprochée, bien qu'elle ne se souvînt pas de l'avoir vu la déplacer. Et quand elle fit une remarque particulièrement pertinente sur la responsabilité des propriétaires d'usines envers leurs ouvriers, il rit, d'un son rouillé qui suggérait qu'il n'en avait pas l'habitude. Le troisième jour, des fleurs fraîches étaient apparues dans un vase sur la table entre eux, des roses blanches que Sébastien affirmait que la pièce méritait, que la beauté ne devait pas être négligée simplement parce qu'un espace n'était pas utilisé pour recevoir. Ils parlèrent de voyage cet après-midi-là, de lieux dont Arabella n'avait lu l'existence que dans des livres, et quand elle mentionna les jardins de Kew, mentionna la Palm House qu'elle avait vue illustrée dans un magazine, sa voix devint animée d'une manière qui la surprit même elle-même. « Vous avez voyagé au jardin de Kew » demanda-t-elle, incapable de cacher son empressement. « Je n'ai lu que des choses sur la Palm House. Est-elle vraiment aussi magnifique qu'on le dit ?» L'expression de Sébastien s'adoucit en quelque chose qui aurait pu être un sourire, bien qu'il portât une pointe de tristesse. « Plus encore, dit-il doucement. Mais il vaudrait mieux en faire l'expérience que de la décrire. Peut-être pourrions-nous y aller ensemble après. » Il s'interrompit brusquement, comme s'il se souvenait de quelque chose de douloureux, et la phrase resta inachevée dans l'air entre eux. Arabella voulut demander ce dont il s'était souvenu, ce qui avait causé cet éclair de douleur sur ses traits, mais elle sentit que pousser ne ferait que le faire se replier derrière les murs qui l'abaissaient lentement. Le quatrième jour ramena la pluie. Le genre de pluie continue qui faisait de la bibliothèque un refuge encore plus grand contre le monde, et ils parlèrent de son passé, ou du moins des fragments qu'il était prêt à partager. Orphelin à 19 ans, lui dit-il, la voix neutre comme s'il discutait de l'histoire de quelqu'un d'autre. Mon père m'a laissé un petit héritage et beaucoup de dettes. J'ai payé les dettes et investi ce qui restait dans l'acier. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant 5 ans, jusqu'à ce que l'usine devienne rentable, puis j'en ai construit une autre, et une autre. Il ne s'est jamais marié, dit-il quand elle le lui demanda, parce que l'industrie exige une dévotion totale, parce que bâtir un empire à partir de rien exige des sacrifices, mais il ne voulut pas s'étendre sur la nature de ces sacrifices, et quand elle lui demanda pourquoi il l'avait choisi, pourquoi il était intervenu dans ses fiançailles avec Sir Thomas, il esquiva la question avec un humour doux qui ne lui apprit rien, tout en semblant répondre. Le 5e jour, la bibliothèque était devenue leur espace, séparé du reste de l'atmosphère oppressante de Dashwood Hall, et il y avait 2 tasses de thé sur la table entre eux, refroidies depuis longtemps, parce qu'ils parlaient depuis des heures, et aucun des deux n'avait remarqué le temps passé. Ils discutaient de la poésie de Wordsworth, de la relation entre la nature et l'émotion humaine, et Arabella soutenait que l'œuvre tardive du poète manquait du feu radical de sa jeunesse, quand Sébastien cita un vers qui la fit rire vraiment. Un son de délice authentique qui semblait rouillé par le manque d'usage mais réel d'une manière que rien n'avait été réel depuis des années. Le son les surprit tous les deux. Sébastien s'immobilisa complètement, ses yeux sombres fixés sur son visage, avec une expression de désir si manifeste qu'Arabella sentit son souffle se couper, sentit la chaleur monter à ses joues, et soudain l'air entre eux se chargea de quelque chose de dangereux, de palpitant et de terrifiant. « Je n'ai jamais entendu ce son dans cette maison auparavant, » dit Sébastien doucement, la voix rauque, le rire. Il vous va bien. Arabella essaya de rire à nouveau, mais le son sortit tremblant, nerveux. Mon père n'approuve pas la légèreté, dit-elle, se réfugiant dans l'excuse familière.
L'expression de Sébastien se durcit légèrement, mais pas de colère dirigée contre elle. « Votre père approuve très peu de choses qui apportent de la joie, dit-il. Cela va changer. » Et à ce moment-là, en regardant cet homme qui était en quelque sorte devenu familier au cours de 5 après-midi de conversation, qui appréciait ses opinions, écoutait ses rêves et la faisait rire pour la première fois depuis des années, Arabella réalisa avec effroi qu'elle commençait à tenir à lui, que quelque part entre les débats politiques et les discussions sur la poésie, elle avait commencé à espérer que peut-être ce mariage pourrait être autre chose qu'une cage avec des barreaux différentes. Cette prise de conscience la terrifia, lui donna envie de se protéger avant de pouvoir être blessée, et elle s'excusa plus tôt que d'habitude, prétextant un mal de tête qui n'était pas entièrement faux. Ce soir-là, incapable de dormir, elle erra vers les cuisines à la recherche de lait chaud et se figea devant la porte quand elle entendit les domestiques bavarder à l'intérieur. Les voix traversaient clairement les panneaux de bois. « 50 000 livres, disait l'une des servantes, son ton à la fois scandalisé et ravi. C'est ce qu'on dit qu'il a payé à Lord Dashwood pour quelque chose. Le comté n'arrête pas de spéculer sur ce que c'est. » La cuisinière répondit avec un reniflement entendu. Évidente, n'est-ce pas? Un industriel roturier qui s'achète une place dans l'aristocratie en épousant une dame. Aucune somme d'argent ne peut acheter une bonne naissance, mais l'épouser fonctionne tout aussi bien. Ils le font tous maintenant, ces hommes d'usine avec plus d'argent que de bon sens. Arabella pressa son dos contre le mur à l'extérieur de la cuisine. Sentant son visage se décomposer, sentant la confiance fragile qu'elle avait bâtie pendant 5 jours se briser comme du verre. 50 000 livres, la transaction dont elle avait été témoin dans le bureau de son père. Bien sûr que c'était ça. Sebastian Wentworth, roturier malgré sa richesse, achetant sa respectabilité en épousant la fille d'un aristocrate appauvri. Elle n'était pas sauvée. Elle était achetée, tout comme son père avait essayé de la vendre à Sir Thomas. Sauf que cet acheteur était plus jeune, plus gentil, et avait l'intelligence de la courtiser d'abord, de lui faire croire que c'était autre chose qu'une transaction. La trahison la frappa comme un coup physique, d'autant plus douloureux qu'elle s'était permis d'espérer. S'était permis d'imaginer que peut-être quelqu'un l'appréciait pour elle-même, plutôt que pour ce qu'elle représentait. Elle ne dormit pas cette nuit-là, restant éveillée dans sa chambre froide, alors que la colère et la douleur se livraient en bataille dans sa poitrine, et au moment où la faible lumière du matin filtra à travers ses fenêtres, elle s'était mise dans un état de fureur vertueuse. Elle s'habilla rapidement et se rendit directement au salon du matin, où Sébastien avait pris l'habitude d'arriver chaque après-midi, et le trouva déjà là malgré l'heure matinale, comme s'il l'avait attendu. La dure lumière du matin qui filtrait par les fenêtres montrait tout avec une clarté cruelle, ne laissant aucune ombre où se cacher. Et quand Arabella parla, sa voix tremblait d'une douleur qu'elle essayait de déguiser en colère. « On dit que vous avez payé 50 000 livres pour quelque chose, » dit-elle sans préambule, observant son visage. « Pour quelqu'un. Était-ce moi? M'avez-vous acheté comme une poulinière pour légitimer votre fortune industrielle avec du sang aristocratique? » Sébastien recula d'un pas, comme si ces mots l'avaient frappé physiquement, sa main se levant comme pour parer l'accusation, et l'angoisse sur son visage l'aurait émue si elle n'avait pas été si concentrée sur sa propre protection contre de nouvelles blessures. « Arabella, non ?» dit-il, la voix rauque de quelque chose qui ressemblait à de la douleur. « Vous ne comprenez pas. »« Alors expliquez-le, » exigea-t-elle, la voix se brisant malgré tous ses efforts pour rester forte. « Expliquez pourquoi un homme riche paie une somme astronomique à mon père et s'arrange ensuite commodément pour épouser sa fille. Expliquez pourquoi vous avez passé 1 semaine à me faire croire que cela pourrait être autre chose qu'un arrangement commercial alors que de toute évidence, je ne suis qu'une autre acquisition pour votre ample. Que dois-je penser quand les domestiques racontent que vous vous achetez une place dans l'aristocratie par le mariage?
Que dois-je penser, monsieur Wentworth? Sinon que vous ne valez pas mieux que mon père. Vous êtes simplement meilleur pour le dissimuler. Malgré la confrontation, malgré l'accusation d'Arabella et la blessure qui se dressait entre eux comme un mur de verre, le mariage eut lieu comme prévu car Sébastien insista pour honorer son accord de la libérer de son père, qu'elle le méprisa ou non pour ses méthodes. La cérémonie fut intime, tenue dans la chapelle de Dashwood où des générations de sa famille avaient été baptisées, mariées et pleurées, et l'espace était rempli de fleurs de printemps que Sébastien avait fait livrer, des roses blanches et des lipales qui rendaient le simple édifice de pierre presque magique sous la faible lumière du soleil filtrant à travers les vitraux. Arabella descendit l'allée en soie blanche qui avait appartenu à sa mère, retouchée pour s'adapter à sa silhouette plus mince, et des larmes coulaient sur ses joues que les quelques invités prirent pour de la joie, mais qui était en réalité le deuil de ce qui aurait pu être, de la connexion qu'elle avait senti grandir lors de ses conversations à la bibliothèque, avant que les ragots des domestiques ne brisent sa confiance fragile. Sébastien se tenait à l'autel, les épaules raides, la regardant approcher avec une expression de résignation plutôt que de joie, comme s'il était certain d'avoir perdu son cœur et qu'il ne faisait que suivre les mouvements d'un marché conclu, et quand elle l'atteignit et plaça sa main tremblante dans la sienne, elle sentit le léger tremblement dans ses doigts qu'il essayait de cacher. Le vicaire prononça les mots anciens, les promesses qui les lièrent pour la vie, et Arabella les répéta d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, tandis que les réponses de Sébastien étaient fermes et claires, comme s'il voulait qu'il n'y ait aucun doute sur son engagement, même si le sien était donné sous la contrainte. Ils signèrent le registre, devinrent mari et femme aux yeux de Dieu et de la loi, et remontèrent l'allée ensemble, tandis que la petite assemblée d'invités applaudissait poliment, principalement des amis industriels de Sébastien, et quelques parents éloignés d'Arabella qui avaient daigné assister malgré le scandale de son mariage, bien en dessous de sa condition. Le petit déjeuner de noces eut lieu dans la salle à manger de Dashwood Hall, mais l'espace semblait différent maintenant, plus chaleureux en quelque sorte, et Arabella réalisa avec un sursaut qu'il y avait plus de domestiques qu'il n'y en avait eu depuis des mois, que Sébastien devait avoir réembauché le personnel que son père avait renvoyé pour économiser de l'argent. La table était chargée de nourriture, de la vraie nourriture, plutôt que les maigres repas dont il s'était contenté, et le champagne coulait à flots, bien qu'Arabella pût à peine goûter le sien, les bulles plates sur sa langue. Elle était assise à côté de Sébastien à la tête de la table, hyper consciente de sa présence, de la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas, et elle se sentait à la fois piégée et étrangement en sécurité, comme si elle s'était enfermée dans une cage de sa propre fabrication. Lydia était assise en face d'eux, pétillante d'une excitation qui semblait sincère malgré les circonstances, et la sœur de 16 ans d'Arabella n'avait cessé de jacasser toute la matinée sur la beauté de Sébastien, sur sa gentillesse envers elle lors de ses visites à Dashwood Hall, sur la façon dont il la traitait comme une personne intelligente plutôt que comme une enfant sotte, comme le faisaient la plupart des adultes. Quand vint le moment des toasts, Lydia se leva, son verre de champagne levé bien haut, son jeune visage rayonnant d'une joie innocente, complètement inconsciente de la tension qui vibrait sous la surface de la célébration. « À mon nouveau frère », dit-elle, souriant à Sébastien avec l'affection sans réserve de la jeunesse. « Maman vous aurait adoré, Sébastien. Elle disait toujours que Bella méritait quelqu'un qui apprécierait son esprit autant que sa beauté. Et Bella, je suis si heureuse que tu aies échappé à Sir Thomas. Quand j'ai trouvé la lettre du père concernant l'offre de Sébastien d'acheter ta liberté, il y a 3 mois, glissée dans les papiers qu'il avait jetés au feu mais qui n'avaient pas entièrement brûlé, j'ai pleuré de soulagement. Merci d'avoir sauvé ma sœur. » Les mots tombèrent dans un silence soudain et absolu. Arabella se figea, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres, ses yeux s'écarquillant, alors que la compréhension la submergea comme une vague, emportant toutes ses suppositions
et laissant quelque chose de complètement différent à leur place. Il y a 3 mois. La lettre. Acheter ta liberté. La transaction dont elle avait été témoin dans le bureau de son père n'avait rien à voir avec des relations aristocratiques, une ascension sociale ou l'un des motifs mercenaires qu'elle avait attribués à Sébastien. Il s'agissait d'elle, spécifiquement de la sauver de Sir Thomas Morland. La fourchette de quelqu'un cliqueta contre la porcelaine, le son incroyablement fort dans le silence choqué, et le visage de Sébastien avait perdu toute couleur, ses jointures blanches là où il serrait son verre de champagne. Lydia regarda autour de la table avec confusion, son sourire vacillant alors qu'elle réalisait qu'elle avait dit quelque chose de terriblement mal, bien qu'elle ne comprît manifestement pas quoi. Les invités restants, sentant le changement d'atmosphère, commencèrent à faire des excuses polies et à se retirer discrètement, jusqu'à ce que seule la famille reste dans la salle à manger, entourée des vestiges de la célébration, des verres de champagne abandonnés, des fleurs fanées et du poids lourd de la vérité sur le point d'être révélé. Arabella posa son verre avec un soin exagéré, craignant que si elle bougeait trop vite, elle pourrait se briser avec lui. « 3 mois, dit-elle, sa voix à peine contrôlée, chaque mot précis et mesuré. Vous planifiez cela depuis 3 mois. Les 50 000 livres. Sébastien se leva brusquement, sa chaise raclant le sol, et commença à faire les 100 pas le long des fenêtres comme un animal en cage. C'était pour convaincre votre père de retarder le mariage avec Morland, pendant que je me positionnais pour intervenir de manière permanente, dit-il, la voix rauque. Je ne pouvais pas. Ces mots se brisèrent, audiblement fracturés par l'émotion qu'il essayait de contenir. Je ne pouvais pas laisser une autre femme être détruite par un homme comme ça. Arabella sentit son cœur martelé contre ses côtes, sentit les pièces du puzzle qu'elle essayait de résoudre se réorganiser soudainement en une image à laquelle elle ne s'attendait pas. « Une autre femme », répéta-t-elle. La question implicite. Sébastien se détourna d'elle, fixant les jardins par la fenêtre, les épaules raides. « Ma sœur Clara, dit-il, et sa voix était chargée d'un chagrin ancien, d'une douleur qui n'avait manifestement jamais complètement guéri. J'avais 23 ans, nouvellement riche mais cherchant encore mes marques dans un monde qui ne voulait pas reconnaître le fils d'un propriétaire d'usine comme leur égal. Notre père arrangea son mariage avec un titre, avec un homme cruel qui buvait, jouait et la traitait comme une propriété qu'il pouvait briser à volonté. Elle m'écrivait des lettres me suppliant de l'aider, et j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Mais notre père m'a bloqué à chaque tournant, me disant que j'étais hystérique, que les épouses devaient se soumettre à l'autorité de leur mari, peu importe la manière dont cette autorité était exercée. 6 mois après son mariage, Clara se jeta d'une fenêtre du 3e étage. Elle avait 19 ans. Arabella inspira brusquement, sa main se levant pour se presser contre sa bouche, comme si elle pouvait physiquement retenir le son de sa détresse. Sébastien continua, sans la regarder, les mots se déversant maintenant, comme si un barrage avait cédé. Il y a 3 mois, j'ai assisté à un dîner au domaine de Lord Morland, une affaire concernant des contrats d'acier, et je l'ai entendu parler avec votre père dans le fumoir après que les dames se soient retirées. Ils ne savaient pas que j'étais là, m'attardant dans le couloir, et Sir Thomas décrivait avec des détails abjects ce qu'il destinait à sa jeune épouse, ses droits en tant que mari, ses plans pour briser votre esprit comme il avait brisé celui de ses précédentes épouses. Il parlait de vous comme d'un objet à utiliser et à jeter, comme une propriété achetée pour la reproduction d'héritiers, et j'ai été transporté à ce moment d'impuissance où je n'ai pas pu sauver Clara. Mais cette fois, j'avais les moyens d'agir. J'ai enquêté sur les finances de votre père, découvert les dettes écrasantes, les pertes de jeu qui ruineraient votre famille, et je lui ai fait une offre. 50 000 livres pour retarder le mariage avec Sir Thomas, pour me donner le temps de racheter les autres dettes
et d'obtenir le levier dont j'avais besoin pour intervenir de manière permanente. Mon plan était de vous libérer puis de m'en aller, de vous laisser choisir votre propre avenir sans aucune obligation envers moi. Mais ensuite je vous ai rencontré. Il se tourna enfin pour lui faire face, et ses yeux sombres brillaient de larmes non versées. Et quand je vous ai rencontré, quand je vous ai parlé et que j'ai vu votre intelligence, votre esprit piégé et la façon dont vous vous animiez en discutant d'idées, je suis tombé amoureux. J'ai fait le choix égoïste de vous courtiser, d'espérer que vous pourriez me choisir librement si on vous en donnait la chance. Et je suis désolé. Pour la manipulation, pour le contrôle que j'ai exercé sur votre situation, pour vous avoir fait sentir comme une propriété échangée, alors que tout ce que je voulais, c'était vous donner le choix que Clara n'a jamais eu. Arabella resta assise, très immobile, les doigts tremblants pressés contre sa bouche, et des larmes coulèrent sur ses joues. Mais ce n'étaient plus des larmes de colère ou de trahison, c'étaient des larmes d'émotion accablante, de gratitude et de honte d'avoir douté de lui, et d'un amour qu'elle avait si désespérément tenté de réprimer. « Vous êtes désolé, » dit-elle finalement, la voix tremblante alors qu'elle se levait sur des jambes chancelantes. « Vous m'avez sauvé d'un cauchemar. Vous m'avez donné des choix que je n'ai jamais eus. Vous m'avez traité comme une égale, alors que tous les autres hommes de ma vie m'ont traité comme une propriété. Vous avez dépensé une fortune pour libérer quelqu'un que vous ne connaissiez même pas, parce que vous ne pouviez supporter de voir une autre femme détruite comme votre sœur l'a été. Et vous pensez que je vous mépriserais pour ça? » Sébastien la fixait comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'il entendait. L'espoir et l'incrédulité luttant sur son visage. « Vous m'avez accusé de vous acheter comme une poulinière, » dit-il prudemment. « De ne pas valoir mieux que votre père, d'acheter ma place dans l'aristocratie par le mariage. Je pensais, quand vous me regardiez avec une telle blessure dans les yeux, que j'avais perdu toute chance d'obtenir votre estime. » Arabella traversa l'espace entre eux, les jupes de sa robe de soie blanche bruissant, et tendit la main pour lui prendre le visage entre ses mains, comme elle avait voulu le faire à la bibliothèque, avant que les ragots ne brisent son courage. « J'avais peur, » dit-elle simplement. « Je tombais amoureuse de vous, et cela me terrifiait, parce que je n'ai connu que des hommes qui maniaient le pouvoir comme une arme, qui voyaient l'amour comme une faiblesse à exploiter. Quand j'ai entendu les domestiques parler de 50 000 livres et d'ascension sociale, cela m'a donné une excuse pour me protéger, pour construire des murs avant que vous ne puissiez me blesser comme j'ai été blessé toute ma vie. Mais vous n'avez jamais essayé de me blesser, n'est-ce pas? Vous essayez de me sauver. » Les mains de Sébastien vinrent couvrir les siennes, là où elles reposaient contre son visage, ses yeux cherchant les siens, comme pour déterminer si c'était réel ou un rêve cruel. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous donner le choix, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Même si ce choix était de me rejeter, de quitter ce mariage avec les moyens indépendants que je vous ai assurés. Je préférerais vous avoir libre et perdue pour moi plutôt que piégée et malheureuse. Je préférerais que vous choisissiez votre propre chemin, même si ce chemin ne m'incluait pas, plutôt que de vous forcer dans une cage avec des barreaux différents. » Arabella sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, un dernier mur s'effondrant, et elle sourit à travers ses larmes. « Alors je vous choisis, » dit-elle. « Je choisis ce mariage, ce partenariat, cette vie que nous pourrions construire ensemble. Non pas parce que je le dois, non pas parce que vous m'y avez manipulé, mais parce qu'en 5 après-midi de conversation, vous m'avez montré ce que c'est que d'être apprécié pour mon esprit, d'être entendu, respecté et traité comme une égale. Je vous choisis, Sebastian Wentworth, librement et sans réserve. Et si vous pensiez ce que vous avez dit en parlant de m'aimer, alors je veux que vous sachiez que je vous aime aussi, que je vous aime depuis que vous avez cité Wordsworth. Débattu d'économie politique et m'avait fait rire pour la première fois depuis des années. Sébastien émit un son qui était mi-rire, mi-sanglot, et la serra dans ses bras
avec un désespoir qui parlait d'une peur enfin libérée, d'un espoir longtemps nié. Et quand il l'embrassa, ce fut avec une tendresse qui fit fléchir ses genoux. Autour d'eux, la salle à manger était vide maintenant, à l'exception de Lydia, dont les larmes coulaient sur son jeune visage, alors qu'elle regardait sa sœur trouver enfin, quelqu'un qui la chérirait au lieu de l'encager, et les verres de champagne reposaient abandonnés sur la table à côté des fleurs fanées, vestige d'une célébration qui était devenue quelque chose de bien plus profond que quiconque ne l'avait prévu. Plus tard, lorsque l'émotion s'était apaisée pour devenir quelque chose de plus calme et de plus durable, Arabella demanda à Sébastien de tout lui raconter, et il le fit, ne retenant rien alors qu'il décrivait l'enquête sur les dettes de son père, l'achat des reconnaissances de dettes de Sir Thomas pour ruiner le vieux débauché, la manipulation soignée qui avait semblé si froide et calculée, mais qui était en fait motivée par le désespoir de la sauver d'un sort qu'il avait été impuissant à empêcher pour sa propre sœur. Il lui parla de Clara, des lettres qu'elle avait écrites décrivant les cruautés de son mari, des funérailles où leur père l'avait blâmé d'être trop volontaire, trop difficile, alors que la vérité était qu'elle voulait simplement être traitée comme un être humain plutôt que comme une propriété. Et Arabella lui parla de sa propre prison, des années de tyrannie de son père et de la lente mort de l'espoir, de Lydia et de la protection féroce qu'elle ressentait pour sa sœur, du moment où elle avait entendu les domestiques bavarder et senti sa confiance fragile se briser, parce qu'elle avait eu si peur de croire que quelqu'un pourrait réellement l'apprécier pour elle-même. Ils parlèrent jusqu'au coucher du soleil, et la salle à manger s'assombrit autour d'eux, jusqu'à ce que des domestiques allument discrètement des lampes et se retirent à nouveau, donnant aux jeunes mariés l'intimité dont ils avaient besoin pour reconstruire ce que l'incompréhension avait presque détruit. Et quand Sébastien prit enfin sa main et lui demanda si elle était prête à partir pour Londres, pour la maison de ville qui serait leur premier foyer ensemble, Arabella dit oui avec une certitude qui la surprit même elle-même. Ce soir-là, après le long trajet en calèche du Derbyshire à Londres, après les kilomètres silencieux où Arabella s'était assise à côté de son nouveau mari, digérant tout ce qui avait été révélé au petit déjeuner de noces, ils arrivèrent à la maison de ville de Sébastien à Belgravia, et Arabella entra dans un monde entièrement différent de tout ce qu'elle avait connu. La maison était stupéfiante de modernité, remplie de lumière même aux heures déclinantes du jour, avec des meubles confortables qui semblaient conçus pour un usage réel plutôt que pour l'apparat, et des livres partout, alignés sur les étagères et empilés sur les tables comme si Sébastien s'entourait de savoir comme d'autres hommes s'entouraient de trophées de chasse. La bibliothèque où il la conduisit était chaleureuse. Un feu crépitait déjà dans l'âtre, et des fenêtres allant du sol au plafond donnaient sur un petit jardin privé, où les premières roses commençaient à éclore. C'était l'opposé du froid oppressant de Dashwood Hall, cet espace conçu pour la vie plutôt que pour l'apparence. Et Arabella sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine, alors qu'elle absorbait tout cela. Sébastien leur servit à chacun un verre de vin, puis s'assit en face d'elle, maintenant une distance prudente comme s'il craignait de présumer quoi que ce soit, et les lampes à huile projetaient une lumière dorée qui rendait la pièce intime et sûre. Arabella s'assit les mains jointes sur ses genoux, mais ses doigts se tordaient nerveusement, car il y avait des choses qu'elle devait dire, des vérités qu'elle devait exprimer avant que ce mariage n'aille plus loin, et elle était terrifiée à l'idée d'en révéler trop, mais plus terrifiée encore de bâtir une vie sur le silence et les suppositions. « Je dois vous dire quelque chose, » dit-elle finalement, sa voix basse mais ferme. « J'ai été lâche, laissant la peur empoisonner ce qui aurait pu être beau. Je vous aime, Sébastien. Je crois que c'est le cas depuis que vous m'avez demandé mon avis sur les théories de Robert Owen, comme si ma réponse comptait réellement, comme si j'étais plus que décorative, comme si mon esprit était l'égal du vôtre. » C'était notre troisième conversation dans la bibliothèque de Dashwood,
et vous avez passé 1 heure à débattre avec moi de la responsabilité des propriétaires d'usines envers leurs ouvriers, et vous avez écouté mes arguments et les avez contrés avec respect plutôt qu'avec dédain. Et quelque chose en moi qui était mort depuis des années a soudainement repris vie. J'étais terrifié parce que l'amour signifiait la vulnérabilité, et la vulnérabilité signifiait être blessé. Car chaque homme que j'avais connu maniait le pouvoir comme une arme, et j'avais si peur que vous fassiez de même. Sébastien se tourna brusquement de l'endroit où il fixait le feu, l'incrédulité et l'espoir luttant sur son visage. « Vous m'aimez » répéta-t-il, la voix rauque d'émotion. « Même après tout ce que j'ai fait, la manipulation, le contrôle que j'ai exercé sur votre père, la façon dont j'ai orchestré toute votre vie sans votre connaissance ni votre consentement. » Arabella se leva. Sa robe de mariée en soie blanche bruissant alors qu'elle traversait l'espace entre eux, et elle rencontra ses yeux avec plus de courage qu'elle ne s'en connaissait. « Vous avez exercé un contrôle sur mon geôlier, Sébastien, dit-elle fermement. Vous avez libéré la prisonnière. Il y a une différence plutôt significative. Vous ne m'avez pas manipulé pour que je vous aime. Vous m'avez montré ce que c'était que d'être apprécié, entendu, traité comme une personne plutôt que comme une propriété, et je suis tombée amoureuse de qui vous êtes, pas de ce que vous avez fait. » Sébastien la regarda comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire qu'elle était réelle, ses mains se serrant et se desserrant à ses côtés, comme s'il voulait la prendre mais se retenait. « Il y a quelque chose que je dois vous dire aussi, » dit-il, la voix rauque. « Quelque chose sur ce que je veux de ce mariage, ce que j'attends, ce que je... » Il s'arrêta, se retourna vers la cheminée et prononça ces mots suivants en fixant les flammes comme s'il était incapable de regarder son visage au cas où il y verrait le soulagement de l'échappatoire qu'il lui offrait. « Je veux que vous soyez libre, » dit-il. « Vraiment libre. J'ai ouvert des comptes à votre nom, avec des moyens indépendants qui ne peuvent être touchés par personne, y compris moi. Les contrats de mariage que mes avocats ont rédigés vous garantissent une autonomie que la plupart des épouses n'ont jamais. Si vous voulez des résidences séparées, je m'en occuperai. Si vous voulez voyager seul, je vous soutiendrai. Si vous voulez... » Sa voix s'érailla, se brisant légèrement sur les mots. « Si vous voulez que ce mariage n'existe que de nom, qu'il ne soit pas consommé, je respecterai cela. Je ne deviendrai pas une autre cage, Arabella. Je préférerais vous avoir dans ma vie en tant que femme libre qui choisit de rester plutôt qu'en tant que captive qui doit le faire. » Arabella sentit des larmes couler, mais elles étaient accompagnées de rire, un son légèrement hystérique de soulagement et de joie, parce que cet homme extraordinaire, lui offrait la liberté même dans les liens du mariage, lui donnait des choix même quand il n'y était pas obligé, prouvait à chaque mot qu'il pensait ce qu'il avait dit sur le fait de valoriser son autonomie au-dessus de ses propres désirs. « Et si je ne voulais pas de liberté loin de vous ?» demanda-t-elle, levant la main pour lui prendre le visage, le forçant à la regarder. « Et si je voulais la liberté avec vous? Et si je choisissais ceci? Nous, non pas parce que je le dois, mais parce que je le veux. Et si je voulais un vrai mariage, Sébastien, un partenariat, une passion et tout ce qui va avec, choisi librement plutôt que enduré sous la contrainte. » Sébastien s'immobilisa sous son contact, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne brise l'instant, et ses yeux sombres cherchèrent les siens avec une intensité désespérée. « Vous êtes certaine ?» demanda-t-il. « Vous ne dites pas simplement ce que vous pensez que je veux entendre. Vous choisissez vraiment cela. » Arabella sourit à travers ses larmes et attira son visage vers le sien, l'embrassant avec plus de courage qu'elle ne s'en était connue, et pendant un battement de cœur, Sébastien resta figé, complètement immobile, puis son contrôle se brisa et il la serra contre lui avec une tendresse désespérée, ses mains tremblant là où elles agrippaient sa taille. Le baiser s'approfondit en quelque chose qui s'était construit depuis leur première vraie conversation,
depuis ce moment dans la bibliothèque de Dashwood, où elle avait réalisé qu'il la voyait comme une égale intellectuelle, et quand ils se séparèrent enfin pour respirer, ils tremblaient tous les deux. « J'ai imaginé ce moment 1000 fois, » dit Sébastien, le souffle court, son front reposant contre le sien, et je me suis convaincu qu'il n'arriverait jamais, que vous choisiriez la liberté plutôt que moi, que je passerais le reste de ma vie à vous aimer de loin, en prétendant que c'était suffisant. Arabella sourit contre ses lèvres. « Alors, compensons l'imagination perdue, » dit-elle, et elle l'embrassa à nouveau, et cette fois, il n'y eut aucune hésitation, aucune retenue, juste eux deux se choisissant librement et construisant quelque chose de réel sur les cendres de ce qui aurait pu être une transaction, mais était devenu tellement plus. Ils parlèrent tard dans la nuit, blottis l'un contre l'autre dans la bibliothèque, le feu se consumant lentement, parlant de rêves, de peurs et de l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Et quand Sébastien la conduisit enfin à l'étage, dans la chambre qu'ils partageraient, Arabella y alla volontiers, joyeusement, choisissant chaque pas de son chemin. Le lendemain matin, un soleil de printemps radieux filtrait par les fenêtres de la salle du petit déjeuner, donnant à tout un air frais, nouveau et plein de possibilités, et Arabella s'assit en face de son mari, se sentant plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Sébastien lisait le courrier du matin, triant les invitations et la correspondance commerciale quand il se figea, une lettre à la main, son expression s'assombrissant. « Qu'y a-t-il » demanda Arabella, posant sa tasse de thé. Sébastien lui passa la lettre sans un mot, et elle reconnut immédiatement l'écriture agressive de son père. Les mots étaient venimeux, menaçants, accusant Sébastien d'être un parvenu de commerçant qui avait acheté le nom d'une dame pour blanchir ses origines roturières, affirmant qu'il s'était acheté une place dans la noblesse par un mariage désespéré avec la fille d'un aristocrate sans le sou, promettant de répandre cette version dans tous les salons de Londres jusqu'à ce que la réputation de Sébastien soit détruite. Arabella sentit la colère monter dans sa poitrine, chaude et protectrice, et elle leva les yeux, s'attendant à voir Sébastien blessé ou furieux. Au lieu de cela, il souriait vraiment. Puis il rit, un son d'amusement sincère qui semblait totalement inapproprié compte tenu du vitriol de la lettre. « Comment ne pouvez-vous pas être furieux » demanda-t-elle déconcertée. Sébastien tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne. « Parce que ces mots n'ont plus de pouvoir, » dit-il simplement. « Il a perdu ce pouvoir quand je vous ai mise hors de sa portée. Laissez-le fulminer auprès de quiconque voudra l'écouter sur l'ascension sociale et les titres achetés. Nous répondrons par l'action, pas par les mots. » « Quelle sorte d'action » demanda Arabella, intriguée malgré elle. Le sourire de Sébastien s'élargit en quelque chose de presque malicieux. « Nous organisons un bal, » dit-il. « Pour présenter la nouvelle Madame Wentworth à la société londonienne. Nous invitons tout le monde, de mon monde industriel à la haute société aristocratique, les forçons à se mêler, à voir qu'il y a de la valeur dans les deux mondes. Votre père s'attend à ce que j'aie honte de mes origines, à ce que je cache ma naissance roturière et prétende être quelque chose que je ne suis pas. Au lieu de cela, nous célébrerons exactement qui nous sommes, ce que nous avons construit ensemble, et nous le ferons si publiquement et avec un tel succès que son poison paraîtra mesquin en comparaison. » Arabella sentit l'excitation bouillonner dans sa poitrine, le frisson d'affronter son père non pas avec soumission, mais avec défi. « Il vous traite de parvenu de commerçante qui a acheté le nom d'une dame pour blanchir ses origines roturières, » dit-elle, relisant la lettre. Le venin est presque impressionnant. Sébastien rit à nouveau. « Il n'a pas entièrement tort pour la partie commerçant, » admit-il, bien que je m'oppose à parvenu. Je préfère autodidacte. Et j'ai bien épousé une dame, bien que je dirais que je l'ai épousée pour son esprit et son âme, pas pour son nom. Néanmoins, s'il veut en faire une affaire de spéculation publique, autant donner à la société quelque chose de vraiment intéressant à spéculer. Ensemble, ils composèrent une réponse,
non pas à Lord Dashwood, mais à la société londonienne elle-même, des invitations à un bal qui serait légèrement scandaleux dans son mélange des classes, mais indéniablement intrigant dans sa promesse de quelque chose de nouveau. Arabella écrivit la liste des invités de son écriture élégante, tandis que Sébastien dictait les noms de son monde industriel, des propriétaires d'usines, des ingénieurs et des inventeurs qui avaient fait fortune par le travail plutôt que par l'héritage, et elle ajouta les noms des familles aristocratiques qui avaient toujours été gentilles avec elle, qui valorisaient le progrès plutôt que la tradition. Ils travaillèrent côte à côte à la table du petit déjeuner, le soleil du matin rendant la lettre empoisonnée de son père absurde et impuissante, et Arabella réalisa que c'était à cela que ressemblait un partenariat, cette collaboration et ce soutien mutuel, cette façon d'affronter les défis ensemble plutôt que seuls. Quand les invitations furent prêtes à être envoyées, Sébastien la tira sur ses genoux, ignorant ses protestations amusées sur les convenances, et l'embrassa longuement. « Votre père pense qu'il peut détruire ce que nous construisons, » dit-il contre ses lèvres. « Il pense que son opinion compte encore, que son approbation est quelque chose que nous devrions chercher. Mais il a tort, Arabella. Nous n'avons pas besoin de sa bénédiction ni de l'approbation de la société. Nous avons l'un l'autre et nous avons choisi cela librement, et cela vaut plus que tous les pédigris aristocratiques d'Angleterre. » Arabella lui prit le visage entre ses mains. Cet homme qui l'avait sauvé d'un cauchemar lui avait donné des choix et l'avait assez aimé pour lui offrir la liberté même au sein du mariage. « Alors montrons-leur exactement ce que nous avons choisi, » dit-elle. « Montrons-leur à quoi cela ressemble quand deux personnes construisent quelque chose de réel ensemble, quand l'amour est basé sur le respect et le partenariat plutôt que sur la possession et le contrôle. Montrons-leur, Sébastien, que les cages peuvent être brisées et les oiseaux s'envoler, et que parfois la plus grande liberté est de choisir de rester avec quelqu'un qui ne rêverait jamais de vous couper les ailes. » Et c'est ce qu'ils firent. 6 semaines plus tard, le bal des Wentworth était le sujet de toutes les conversations à Londres, discutées dans chaque salon et club de gentlemen de Mayfair à Westminster, parce que Sébastien et Arabella avaient délibérément conçu une liste d'invités qui forçait la vieille aristocratie à se mêler à la nouvelle élite industrielle britannique d'une manière légèrement scandaleuse, mais indéniablement intrigante. Les propriétaires d'usines se tenaient aux côtés des marquis, les ingénieurs aux côtés des comtes, les inventeurs aux côtés des vicomtes, et la haute société y assista malgré ses réserves, parce que la curiosité l'emportait sur le snobisme, et parce que les rumeurs sur la beauté de Madame Wentworth et la richesse stupéfiante de Sébastien Wentworth avaient atteint leur paroxysme dans les semaines qui avaient suivi leur mariage. La maison de ville de Londres avait été transformée en une salle de bal scintillante, mais délibérément moins formelle que les événements traditionnels de la haute société. Avec plus de lumière émanant des lustres, plus de chaleur des feux brûlant dans chaque cheminée, plus de vie dans les arrangements de fleurs de printemps qui remplissaient chaque coin. Arabella se tenait à côté de son mari à l'entrée de la salle de bal, accueillant les invités à leur arrivée, et elle était éblouissante dans une robe de soie verte émeraude profonde que Sébastien avait choisie parce qu'il disait qu'elle correspondait à ses yeux, et elle portait sa confiance comme une seconde peau, souriant avec une chaleur sincère, plutôt qu'avec la politesse affectée qu'elle avait autrefois affichée. Ceux qui se souvenaient de la timide fille Dashwood, silencieuse et intimidée lors des réceptions mondaines, regardaient avec étonnement cette femme qui riait facilement, exprimait ses opinions sans s'excuser et se tenait aux côtés de son mari industriel avec une fierté évidente plutôt que de la honte. Sébastien se tenait légèrement derrière elle, la laissant briller, et la fierté dans son expression était évidente dans chaque regard qu'il lui adressait, chaque contact subtil de sa main au creux de son dos, chaque sourire qui adoucissait ses traits habituellement sévères. La soirée se déroula à merveille, aristocrates et industriels se mêlant plus facilement que quiconque ne l'avait prédit,
les conversations s'engageant entre les classes d'une manière qui suggérait que la société pourrait être en train de changer, pourrait être prête à reconnaître que la valeur venait du caractère plutôt que de la naissance. Et Arabella sentit le triomphe bouillonner dans sa poitrine parce qu'il réussissait vraiment, qu'il remodelait vraiment la société londonienne, une conversation à la fois. Puis Lord Dashwood arriva, sans y avoir été invité, manifestement ivre, son foulard de travers et le visage empourpré par l'alcool et une rage impuissante. Et Arabella ressentit une peur momentanée, un vieux conditionnement qui lui donnait envie de reculer et de se cacher, mais elle sentit alors la présence de Sébastien à ses côtés et en tira de la force, se rappelant que son père n'avait plus de pouvoir sur elle, qu'elle était libre. Lord Dashwood bouscula les laquais qui tentaient de l'intercepter et se tint, chancelant, au centre de la salle de bal, sa voix s'élevant au-dessus de la musique et des conversations. « Regardez-la » cria-t-il, ces mots si pâteux que plusieurs invités échangèrent des regards mal à l'aise. « Ma fille, vendue à un commerçant. 50 000 livres, voilà ce qu'elle lui a coûté. C'est une propriété achetée, rien de plus. » La salle de bal tomba dans un silence choqué, la musique s'arrêtant en pleine phrase, tous les yeux se tournant pour observer le spectacle. Et Arabella sentit Sébastien se raidir à ses côtés, sentit son instinct protecteur surgir, mais elle posa une main douce sur son bras pour le calmer, car c'était son moment, son choix, sa chance d'affronter enfin l'homme qui avait contrôlé toute sa vie par la peur. Elle s'avança, sa robe de soie émeraude captant la lumière, et quand elle parla, sa voix était claire et calme, bien que ses mains tremblassent. « Vous avez tout à fait raison, père, » dit-elle, s'adressant à lui avec un sang-froid qui fit haleter plusieurs invités. De l'argent a bien changé de mains. 50 000 livres, pour être précis. Mais il ne m'a pas acheté. Il a acheté ma liberté du cauchemar que vous aviez arrangé, du mariage avec Sir Thomas Morland, qui m'aurait détruite comme de tels mariages ont détruit d'innombrables femmes avant moi. J'ai choisi M. Wentworth librement, et je le choisis encore, chaque jour. » Elle se tourna alors pour s'adresser à toute la salle de bal, encadrée par les fenêtres ouvertes sur la nuit de printemps, et la combinaison de sa beauté et de son courage la rendit presque éthérée. « Mon père m'a vendu une fois, » continua-t-elle, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la pièce silencieuse, « à un vieil homme cruel qui me voyait comme un objet à utiliser et à briser. Mon mari m'a libéré de ce destin, puis m'a offert quelque chose que je n'avais jamais eu de toute ma vie. Un choix. J'ai choisi l'amour plutôt que le devoir, le partenariat plutôt que l'obéissance, la joie plutôt que la simple survie. Si cela vous scandalise, je vous invite à examiner pourquoi l'autonomie d'une femme est plus choquante que sa marchandisation. Je vous invite à vous demander pourquoi mon choix est considéré comme honteux, alors que la tentative de mon père de me vendre au plus offrant est simplement acceptée comme un droit paternel. » Le silence s'étira pendant 3 battements de cœur. 4. Puis les amis industriels de Sébastien commencèrent à applaudir, lentement d'abord, puis avec plus d'enthousiasme, rejoints avec hésitation par certains des aristocrates les plus progressistes, jusqu'à ce que la salle de bal soit remplie du son de l'approbation, tandis que Lord Dashwood se tenait, débraillé et désespéré au centre de tout cela. Son pouvoir disparut, réduit à une figure pathétique qui s'était livrée à un spectacle public. Arabella le regarda alors, le regarda vraiment, et ne vit pas le tyran qui avait contrôlé sa vie, mais un homme diminué, dont la cruauté lui avait finalement tout coûté. « Merci, père, » dit-elle doucement, bien que sa voix portât toujours. « De m'avoir montré exactement quel genre d'homme éviter. D'avoir été si répréhensible que la bonté de Sébastien brillait d'un contraste saisissant. De m'avoir appris que la liberté vaut la peine de se battre, même quand ce combat vous terrifie. » Les laquais s'avancèrent alors pour escorter Lord Dashwood vers la sortie,
et il partit sans plus de protestation, marmonnant de manière incohérente sur des filles ingrates et des commerçants parvenus, et son départ fut pathétique plutôt que dramatique, un tyran déchu, amoindri par son propre venin. La musique reprit, la conversation revenant progressivement à des niveaux normaux, bien que chaque discussion semblât maintenant se concentrer sur le courage de Madame Wentworth et la chute de Lord Dashwood, et Arabella sentit la main de Sébastien sur son coude, la guidant sur la piste de danse pour une valse. « Vous avez été magnifique », dit-il alors qu'ils commençaient à bouger ensemble, la voix rauque d'émotion. « Je n'ai jamais été plus fier de quelqu'un de toute ma vie. » Arabella posa brièvement sa tête sur son épaule, un geste de confiance et d'intimité qui lui coupa le souffle, qui parlait de partenariat et d'amour plus clairement que n'importe quel mot. « J'étais terrifiée, » admit-elle, « mais j'ai réalisé qu'il ne pouvait plus me faire de mal. Son seul pouvoir était la peur que je lui donnais. Et j'ai choisi de la reprendre. » Ils valsèrent en silence un moment, la salle de bal bourdonnant de conversations qui allaient remodeler la société londonienne, de spéculations sur les Wentworth, leur mariage non conventionnel et leur mélange délibéré des classes, et Arabella sentit le bonheur s'installer dans sa poitrine comme une lueur chaude. Puis Sébastien parla de nouveau, sa voix portant une note d'excitation juvénile qui le faisait paraître plus jeune. « Il y a quelque chose que je veux vous montrer, » dit-il. « Un domaine dans le Kent, négligé mais plein de potentiel, de vastes terres qui ont besoin d'une vision, des jardins qui pourraient être extraordinaires avec les bons soins. Voudriez-vous, c'est-à-dire envisageriez-vous d'en faire notre foyer, d'y concevoir des jardins? Cela pourrait être notre vraie maison, loin de la performance de Londres, un endroit pour construire notre vie ensemble. » Arabella se recula pour le regarder, ses yeux brillants de larmes de joie non versées. « Des jardins, » répéta-t-elle. « Vraiment, mon propre projet. » Sébastien sourit, sans garde et chaleureux. « Votre propre tout ?» dit-il. « Je pensais que nous pourrions en faire notre vraie maison. Loin de tout cela, loin des attentes de la société, juste nous, construisant quelque chose de beau ensemble. » Arabella l'embrassa alors. Là, au milieu de la salle de bal, sous le regard de la moitié de la société londonienne, et elle se fichait de savoir qui voyait ou ce qu'il pensait, car elle avait enfin appris que son bonheur comptait plus que leur approbation. 6 mois plus tard, le domaine du Kent était devenu leur sanctuaire, et Arabella se tenait dans les jardins. Les mains sales de terre, ses cheveux s'échappant de leurs épingles, le visage empourpré par l'effort et la joie alors qu'elle dirigeait les paysagistes avec une autorité confiante. Les terres étaient d'une beauté poignante, des jardins sauvages lentement apprivoisés en quelque chose d'extraordinaire, des arbres centenaires offrant ombre et structure, et le manoir brillait d'or sous le soleil de l'après-midi derrière elle. Sébastien observait depuis la terrasse, tenant ses gants et son chapeau abandonnés comme des trésors, son expression empreinte d'une adoration manifeste, alors qu'il observait sa femme dans son élément, créant la beauté à partir de la négligence, redonnant vie à des espaces qui avaient été oubliés. Un laquais s'approcha avec le courrier de l'après-midi. Et Arabella s'essuya les mains sur son tablier de jardinage avant d'accepter les lettres, son visage s'illuminant lorsqu'elle reconnut l'écriture de Lydia. Elle l'ouvrit immédiatement, lisant à voix haute à Sébastien, alors qu'il la rejoignait parmi les roses. « Elle est courtisée par M. Whitmore, le botaniste que nous lui avons présenté à notre bal, » dit Arabella, la voix étranglée par l'émotion. « Écoute ce qu'elle écrit. Il me demande mon avis, et écoute mes réponses, tout comme Sébastien le fait avec toi. Est-ce cela, l'amour, Bella? Pas des papillons et de la poésie, mais être vraiment vu, vraiment entendu, vraiment apprécié pour qui je suis plutôt que pour ce que je représente. Oh, Sébastien, elle apprend ce que j'ai appris. » Sébastien l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « Que l'amour est un partenariat, pas une possession.
dit-il doucement, que les meilleurs mariages sont construits sur le respect et l'égalité, plutôt que sur le contrôle. Arabella se tourna dans ses bras, maculée de terre et radieuse, plus belle qu'elle ne l'avait jamais été dans aucune salle de bal. Que la liberté et l'amour ne sont pas des opposés, dit-elle. Ils sont la même chose. Quand on aime vraiment quelqu'un, on veut qu'il soit libre, qu'il choisisse son propre chemin, qu'il devienne la version la plus complète de lui-même. Et quand on est vraiment libre, on peut choisir l'amour sans peur, sans réserve, sans se demander s'il est réel ou simplement la survie déguisée en affection. Elle regarda de nouveau les jardins, la beauté qu'ils créaient ensemble, et pensa à cette froide soirée de mars où elle s'était tenue inaperçue dans l'embrasure du bureau de son père et avait été témoin d'une transaction qu'elle ne comprenait pas. 50 000 livres, le prix de la liberté. Elle avait pensé que c'était le coût de sa cage, un autre exemple d'homme troquant des femmes comme des biens, mais elle s'était trompée. C'était la clé qui déverrouillait tout, le début d'un voyage de la captivité au choix, de la peur à l'amour, de la survie à la joie. La transaction n'avait pas consisté à l'acheter, mais à la libérer, à lui donner l'autonomie de choisir son propre avenir. Et elle avait choisi Sébastien, choisi le partenariat, choisi une vie où elle pouvait être pleinement elle-même, sans excuse ni peur. La lettre de Lydia bruissa dans sa main, parlant de cours de respect et d'être appréciée, et Arabella sourit parce que la liberté que Sébastien avait achetée pour elle se propageait, créant des possibilités pour sa sœur, remodelant ce que le mariage pouvait signifier pour la génération suivante. Les jardins s'étendaient autour d'eux, sauvages, beaux et pleins de potentiel, et quelque part à Londres, la société bavardait encore sur les Wentworth, leur bal non conventionnel et la façon dont Madame Wentworth avait publiquement défié son père. Mais ici, dans le Kent, rien de tout cela n'avait d'importance. Ici, il n'y avait que la croissance, l'amour et la satisfaction tranquille de construire quelque chose de réel ensemble, de choisir chaque jour de rester non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le voulait. Parce que la liberté ne signifiait rien si elle ne pouvait pas l'utiliser pour choisir la vie qui la rendait la plus heureuse. Sébastien embrassa le sommet de sa tête, la serrant contre lui parmi les roses qu'ils avaient plantées ensemble, et Arabella ferma les yeux et respira l'odeur de la terre, des fleurs et du printemps, se sentant plus vivante qu'elle ne l'avait jamais imaginé possible, reconnaissante au-delà des mots pour la transaction dont elle avait été témoin ce soir de mars, pour les 50 000 livres qui avaient semblé être un prix, mais qui étaient en réalité un cadeau, pour l'homme qui l'avait assez aimée pour la libérer, puis avait attendu de voir si elle choisirait de rester, et elle l'avait fait. Le choisirait encore et encore pour le reste de sa vie, librement, joyeusement et sans réserve. Parce que certaines cages doivent être brisées, même si l'oiseau craint le ciel ouvert. Et une fois libéré, une fois qu'on lui a donné le choix, cet oiseau pourrait découvrir que le plus grand des vols est de choisir de construire un nid avec quelqu'un qui ne rêverait jamais de lui couper les ailes.